Bonsoir à tous. Les violences faites aux femmes, c'est une violence dont une grande partie de la société a aujourd'hui conscience, mais qui ne s'arrête pas. Et c'est vraiment la question de ce soir. Le nombre de féminicides et les noms des victimes sont marqués dans les pages des journaux ou sur les murs de nos villes. La médiatisation de ces crimes, la dénonciation de ces violences sont prégnantes. Les mesures prises, les réponses apportées n'arrivent cependant pas à faire reculer ce fléau. On va ce soir essayer de comprendre pourquoi. Comment agir efficacement contre toutes les formes de violence au sein du couple et plus généralement contre toutes les violences sexistes et sexuelles, c'est difficile ça. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Ce sont des questions que nous avons envie de poser donc à des personnes qui sont qualifiées et qui connaissent bien ce sujet, qui écrivent ou agissent au quotidien. Pour en parler avec nous et avec vous, car il y aura bien sûr la place pour vos questions, nous avons ce soir 4 invités. Anne-Laure Buffet, vous êtes thérapeute, conférencière et formatrice spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales et conjugales, créatrice de l'association contre les violences psychologiques. Vous êtes autrice notamment de nombreux ouvrages, dont un Que sais-je, sorti assez récemment, qui s'appelle L'Emprise, et Tous toxiques, tous victimes, à l'Observatoire en 2021. Christian Chalon, vous êtes le local de l'Étape. Vous êtes président de la TAV, donc on l'a déjà dit, l'association thionvilloise d'aide aux victimes. Cette association accueille et accompagne des victimes d'infractions pénales, dont des victimes de violences intrafamiliales. Lors aussi, vous êtes féministe, journaliste d'investigation et reporter à Charlie Hebdo. Depuis 2015, vous avez participé à l'ouvrage collectif qu'on retrouve là-bas, qui s'appelle Charlie Hebdo libère les femmes, aux Échappées en 2021. Vous êtes l'autrice de La Réputation, un livre qui est ici. La Réputation enquête sur la fabrique des filles faciles, dont la presse a reparlé ces derniers jours suite à quelques événements dont on aura peut-être l'occasion de parler. Une grande enquête sur l'histoire d'un féminicide, celui dont a été victime la jeune Shaina le 25 octobre 2019 à Creil. Vous étiez fin décembre à la une aux côtés de Sophia Aram, Kamel Daoud ou Coco de l'hebdomadaire Franc-Tireur, qui était à l'honneur des courageux et des courageuses. Et actuellement au kiosque, on retrouve ce petit hors-série de Charlie qui s'appelle Féminisme partout, femmes nulle part, où on retrouve plusieurs de vos papiers. Luc Frémiot, quant à vous, vous êtes ancien magistrat et précurseur de la lutte contre les violences faites aux femmes, une sommité, c'est ce que je vous disais en arrivant. Ancien juge d'instruction et procureur de la République à Douai, vous êtes engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous avez participé à l'élaboration de différentes lois au bénéfice des femmes victimes de violences et vous intervenez régulièrement sur ce sujet dans les médias. Vous êtes notamment l'auteur de Non-assistance à femmes en danger de l'Observatoire. Et pour être complet, je pense qu'il est important de préciser qu'Elisabeth Parachini, qui co-anime cette table ronde, a été directrice pendant 7 ans du pôle urgence de la IEM à Metz, structure qui accueille toujours des femmes et des enfants victimes de violences intrafamiliales et de femmes victimes de violences de la rue. Donc Elisabeth connaît bien le sujet. Elle a été également pendant plusieurs années la présidente de la Fédération des acteurs de la solidarité sur le Grand Est. Elisabeth, de quoi parle-t-on ce soir? Alors, nous allons vous proposer une définition, celle d'Oxfam International. En fait, on en a retrouvé plusieurs, mais elles se recoupent toutes. Donc, les violences faites aux femmes et aux filles prennent des formes très diverses. Violences domestiques, harcèlement ou agression sexuelle, mariage précoce et forcé, exploitation sexuelle, crime dit d'honneur, donc je pensais à ce que vous avez écrit, et mutilation génitale féminine notamment. Sans compter les autres violences, celles qu'on ne traitera pas ce soir, que sont l'inégalité salariale, le fait que les familles monoparentales sont toutes, ou pour la majorité, portées par des femmes avec son lot de précarité, les signes religieux imposés aux femmes, qui, chacun des sujets mériterait une soirée complète.
On a juste rappelé évidemment ce numéro, le 39-19, mais là on le voit dans beaucoup de campagnes, dans les villes, dans les préfectures, les sous-préfectures, les ministères. On va passer pour visualiser quelques images d'un petit film. Alors voilà, il va passer. C'est un film qui a été réalisé par Johanna Bedeau pour la MIPROF, la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Ça dure 4 minutes, mais ça pose un petit peu le contexte de ça. Vous allez reconnaître quelques acteurs du moment. Il y a Mais à l'époque, t'en as jamais parlé non plus. Ah non, j'avais 8 ans. J'avais promis de rien dire. Pourquoi on n'en a jamais parlé, nous? Nous, on pouvait pas. C'était trop terrifiant. Est-ce que vous avez subi des violences dans votre vie? Pourquoi vous me demandez ça? C'est une question que je pose à tous mes patients. Des violences au travail, à la maison, dans l'enfance? Il a arraché ma blouse, mon pantalon, il l'a ouvert violemment. Je me suis échappée, il m'a rattrapée par les pieds. Je suis tombée, il s'est assis sur moi, je me suis retournée, je voulais pas. Je voyais qu'il était 3h du matin et qu'il fallait que je tienne jusqu'à 7h. À 7h, c'était la relève. Tu te souviens de ça, le jour où il l'a laissé sur le bord de l'autoroute? Non. En fait, il m'a traîné par les cheveux devant ma fille. Donc, on s'est disputé. Mais ça arrive pas tout le temps. J'en ai pas parlé parce que j'avais peur qu'on me croie pas. Tu te rappelles? Tu prenais mes petites figurines d'animaux et tu faisais le gros éléphant méchant quand papa criait. Je suis très gros, je suis très méchant, je suis un gros éléphant méchant. Ça va, oui. Le harcèlement, c'est pas de la drague qui dérape. Dans la drague, il y a la notion de plaisir, d'échange, de consentement, de respect. J'ai sombré dans une dépression assez profonde. J'ai dû m'arrêter de travailler pendant 1 an pour me soigner. J'avais peur de perdre mon travail si je parlais, alors je suis allée voir le DRH pour lui demander une mutation, et c'est là qu'a été le déclic. En tout cas, moi, pendant ce temps-là, je me disais que... qu'il fallait que j'appelle mamie, en fait. Qu'il fallait qu'elle vienne parce qu'il allait la tuer. Et j'étais même pas foutu d'ouvrir cette putain de porte, d'aller dans le couloir pour prendre le téléphone. Mais il y a rien de pire que de garder ça à l'intérieur. Et ben c'est exactement ce que m'a dit la sage-femme. Ah mais j'ai halluciné. J'ai jamais parlé de cette histoire à personne. Et là, le simple fait qu'elle me pose la question, et surtout ça se voit qu'elle s'intéresse, alors là je me suis mis à parler et à chialer. Vous allez être prise en charge. Vous allez vous occuper de vous. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes la seule responsable de tout ça, mais... évidemment, c'est pas vous la coupable. C'est votre agresseur, c'est votre mari. Vous savez que les violences sur autrui sont sanctionnées par la loi. Hein. Vous pouvez tout à fait porter plainte au commissariat. Un rapport forcé, c'est un viol. Voilà le film de Johanna Bedeau qui est documentariste. C'est important de vous montrer ces quelques images quand même. Vous les trouvez évidemment l'intégralité de ces 4 courts-métrages sur le site du ministère dédié aux droits des femmes. C'est important de vous donner, avant de démarrer le premier tour de table, de donner quand même quelques chiffres. Alors, moi je me suis amusé,
c'était pas franchement un amusement de consulter le dernier rapport que vous trouvez là aussi sur le site de la mission interministérielle, la lettre de l'Observatoire national des violences faites aux femmes. Le dernier date de mars 2024. Il est sur les chiffres de 2022, donc le prochain sera l'année prochaine. C'est assez vertigineux de se plonger dans les chiffres. Je pense qu'on aura l'occasion évidemment d'en parler avec chacun d'entre vous. C'est assez vertigineux. Mais c'était bien de donner quand même quelques chiffres. En 2022, 118 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. Un féminicide tous les 3 jours. Un féminicide tous les 3 jours. Une femme sur 3 avait subi au moins une forme de violence antérieure au sein du couple. On a mis aussi quelques autres chiffres. 321 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de violences physiques, sexuelles et ou psychologiques ou verbales. Là, c'est sur l'année 2021 que les chiffres sont donnés. 239 000 victimes de violences au sein du couple ont été enregistrées par les services de police ou de gendarmerie. Et 86% des victimes sont des femmes. Autre chiffre, là aussi, je ne vais pas tous les commenter, vous les avez, mais qui donnent un petit peu les 82% des victimes sont des femmes, 14 enfants décédés, et 80% des auteurs sont des hommes. Là aussi, vous avez le détail de tous ces chiffres, vous les retrouvez sur le chiffre, sur le site du ministère, et c'est intéressant et important de les voir. Le nombre annuel de décès, là on est sur les années 2006 à 2022. La courbe qui est tout en haut, c'est l'ensemble des décès, donc de violences intrafamiliales. La courbe en bleu, c'est les femmes. La courbe en orange, qui est beaucoup plus basse, évidemment, c'est les hommes. Et la courbe en grise, c'est les décès des enfants. Là aussi, on va interroger chacun sur les évolutions, sur ce qui s'est passé depuis quelques années. Mais on note peut-être aussi des chiffres, finalement, qui sont toujours constants. Voilà, je vais m'arrêter sur les chiffres. On va rentrer dans ce premier tour de table. On voulait, dans ce premier tour de table, interroger chacune et chacun sur le regard que vous posez de prime abord sur cette question que vous connaissez bien. 5 ans après le Grenelle des violences conjugales, c'était en novembre 2019, et je pense que Luc Frémiot, vous vous en souvenez. Qu'est-ce qui a changé du point de vue de la prise en compte de cette question? La première question, elle est pour vous, Luc Frémiot. Dans l'introduction de votre livre « Non-assistance à femmes en danger », vous écrivez « Il n'y a rien de pire que le silence ». Et un peu plus loin, toujours en parlant de ces femmes, vous dites « Il est indispensable de comprendre pourquoi les mots ne parviennent pas à franchir la barrière de leurs lèvres. Aujourd'hui, le sujet, on a l'impression qu'il est finalement sur toutes les lèvres. Il semble y avoir une véritable prise de conscience. » Je me souviens que vous aviez été très critique au moment du Grenelle des violences conjugales. Est-ce que dans votre domaine de compétence, celui du terrain judiciaire, les choses ont changé? Oui, je pense qu'on peut dire effectivement que les choses changent. Je ne dis pas qu'elles ont changé, je dis qu'elles changent. C'est très lent. C'est lent parce que de toute façon la demande est de plus en plus pressante. L'avantage de ce qui s'est passé au moment du Grenelle des violences, c'était ce coup de projecteur qui permet aujourd'hui de considérer que tout le monde est au courant. Plus personne aujourd'hui ne peut dire « je ne sais pas ». C'est un premier point. Et la première chose à faire, voyez-vous, lorsque l'on veut effectivement travailler sur ces sujets, c'est de connaître déjà de quoi on parle. Alors vous avez cité des statistiques. Ces statistiques, elles sont fausses, bien évidemment. Pourquoi? En dehors, évidemment, des féminicides. Ça, malheureusement, elles ne sont pas fausses dans cette matière. Pour le reste, il y a un chiffre noir qui est tel qu'on ne peut pas, aujourd'hui, recenser le nombre de femmes qui font l'objet de violences physiques, sexuelles ou psychologiques.
On les a essayé de les quantifier à 400 000, c'est d'ailleurs sur le livre, 1400 000, mais ça peut très bien être 800 000, on ne sait pas. Donc, la difficulté, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'il faut absolument pouvoir se saisir du sujet, et pour se saisir du sujet, eh bien, il faut qu'on nous parle. Il faut que vous rapprochiez un tout petit peu votre micro. Voilà, oui. Il faut qu'on nous parle, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des plaintes qui seront déposées. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis le Grenelle? Bon, il y a eu des plateformes, effectivement, qui permettent effectivement de joindre des correspondants, qui ne sont pas toujours, d'ailleurs, je le regrette, toujours très compétents. J'ai vu certains exemples qui m'avaient un peu effrayé à un moment donné. Ceci dit, ça permet effectivement de s'exprimer. Pour le reste, il y a eu toute une série de choses qui ont été faites avec les associations des deux victimes, bien évidemment, en travaillant peut-être aussi en réseau avec les services des hôpitaux, les psychiatres, les psychologues, les médecins légistes. On peut aujourd'hui, lorsqu'une femme est victime et qu'elle se trouve à l'hôpital, dans la plupart maintenant des juridictions, on peut déposer plainte directement lorsque l'on est effectivement à l'hôpital. Alors je dis la plupart des juridictions de la région parisienne. Je ne pense pas malheureusement que ce soit le cas partout. Voilà. Mais tout ça, si vous voulez, c'est des petites choses qui, mis bout à bout, permettront de faire changer les choses. Ce qui ne va pas encore aujourd'hui, eh bien, c'est qu'on ne peut pas garantir, et on ne le fera jamais, une sécurité à 100% pour ces femmes qui sont victimes de violences. C'est mentir de dire qu'il y a aujourd'hui une façon, une magie qui nous permettrait, c'est la pensée magique, de penser qu'on pourra l'éradiquer. On n'éradiquera pas la violence, malheureusement. On vit dans une société qui est baignée dans la violence. Il suffit effectivement de voir les derniers événements qui ont salué aujourd'hui les médias pour se rendre compte que cette violence, elle est endémique, elle est partout. Alors ce qu'il faut effectivement, c'est travailler sur les uns et sur les autres. On y viendra aussi peut-être, j'espère tout à l'heure, notamment sur les auteurs. Parce que tant qu'on ne travaille pas sur les auteurs, eh bien on ne travaille pas sur le sujet. On reviendra bien sûr là-dessus, Elisabeth. Alors, Anne-Laure, dans votre livre « Tous toxiques, tous victimes », vous déclariez en 2018, sur 500 expériences de dépôt de plainte, entre guillemets, dans 91% des cas, les témoignages reçus racontent une mauvaise prise en charge au cours des témoignages. Les femmes racontent avoir essuyé un refus ou avoir dû insister parfois beaucoup pour pouvoir porter plainte. Donc, depuis le Grenelle qui a eu lieu en 2019, lors de vos consultations, lors de vos interventions, est-ce que vous avez constaté une évolution? Alors déjà, merci de proposer cette table ronde et de me recevoir, parce que c'est toujours indispensable et plus on parlera et peut-être plus on aidera les femmes victimes. Comme l'a dit M. Frémiot, depuis 2019, il y a un dispositif qui s'est un peu élargi. Il y a une meilleure conscience du fait que la violence faite aux femmes, parce qu'elles sont femmes, existe. Il y a une plus grande proposition de formation pour les professionnels, et quand je dis professionnels, c'est entendu au sens large. C'est les professionnels du soin, c'est les professionnels du monde judiciaire, il y a dans les dispositifs le téléphone grave danger, où il y en a de plus en plus, enfin, en tout cas il y a plus de possibilités d'y recourir, il y a le bracelet anti-rapprochement, et il y a une meilleure compréhension de ce que sont les violences conjugales physiques. Et pourquoi je dis physiques? Parce qu'elles sont visibles, et que donc logiquement, aujourd'hui, quand on voit arriver une personne qui porte des cicatrices, qui porte des marques, qui porte des coups, on va l'entendre. La grosse difficulté, c'est que si les violences intrafamiliales s'arrêtaient à la violence physique, d'une certaine manière, on aurait preuve, tangibilité, pas preuve, pas tangible. La racine de la violence, elle sera toujours psychologique. Et la violence psychologique, elle est toujours pas entendue. Dans les violences, il y a la violence sexuelle. Quel élément probant une femme peut apporter lorsqu'elle va dire qu'elle est agressée sexuellement par son conjoint? Il y a la violence économique. Aller prouver la violence économique, c'est très compliqué. Et ces femmes-là, elles redoutent
encore, même si le dispositif s'est élargi, d'aller parler comment est-ce qu'on va proposer un téléphone grave danger à une femme qui est victime de violences psychologiques. Donc moi, les femmes que je reçois, puisque mon premier axe de travail c'est sur la violence psychologique, les femmes que je reçois, elles me disent très bien, ça existe. Mais moi, quand je dis que je suis harcelée, que je suis renvoyée verbalement, que je suis dénigrée, on ne va pas me donner un téléphone grave danger, on ne va pas me donner une injonction d'éloignement. Ça n'existe pas, ça n'arrive pas, parce que c'est insuffisant. Donc déjà, là, il y a un hic. Après, pour ce qui est de la réception de la parole des femmes victimes, je crois quand même qu'il faut être honnête et optimiste. Dans les commissariats, entre autres, dans les gendarmeries, la parole s'est améliorée. L'écoute des professionnels s'est améliorée. Mais c'est pas gagné. Et je vais vous donner un exemple extrêmement récent, puisqu'il date d'il y a 3 jours. Une femme que je reçois, séparée de son conjoint, un enfant qui a 8 ans. Monsieur doit récupérer chez madame un bien qui lui appartient. Madame accepte que monsieur vienne. Madame accepte en se disant je ne crains rien. Il vient récupérer, en l'occurrence c'était un vélo d'appartement. Il vient récupérer un vélo d'appartement. Je ne crains rien. Donc elle n'a pas demandé à des amis d'être là, elle n'a rien fait, quoi. Elle s'est juste dit, c'est le père de mon fils, il est divorcé, il peut quand même venir. Le vélo d'appartement n'était pas aussi propre que ce que voulait monsieur. Monsieur s'est fâché. Monsieur a détruit la chambre du gamin. Devant le gamin, il a détruit le lit, il a détruit l'armoire. Madame ne réagit pas pour ne pas mettre en porte-à-faux l'enfant et va porter plainte. Et au commissariat, on lui a répondu, il vous a quand même pas cogné dessus. Voilà. Donc on va quand même pas prendre une plainte pour ça. Parce que ce que vous auriez dû faire, étant donné que vous savez qu'il peut être violent, c'est ne pas le laisser entrer. Donc, elle s'est retrouvée exactement dans la même situation que ce que l'on connaît et déplore, à savoir, je porte une parole, je suis mise en cause parce que je n'aurais pas dû le laisser entrer, mon enfant va considérer que c'est pas une violence qui lui est faite que de voir son père détruire le mobilier de sa chambre. Et il ne se passe rien. Donc oui, il y a des avancées. Et il faut surtout pas dire il ne se passe rien. Parce que sinon, autant abandonner. Et on n'est pas là pour renoncer, bien au contraire. Mais en revanche, il y a encore un long, profond travail de compréhension, de formation, d'information à faire. Et le dernier travail à faire, c'est d'expliquer, entre autres, lorsqu'il y a des auditions, d'expliquer qu'entre la forme et le fond nécessaire pour une enquête et pour une audition, la forme est indispensable. Une victime qui a l'impression qu'elle est mise en cause parce que l'enquêteur va simplement faire son travail d'enquête, mais va mal formuler la question, la victime, elle est instantanément reprojetée dans ce qu'elle connaît au quotidien. La mise en cause, le doute, le refus, le dénigrement. Et elle se referme, et elle se tait, et soit elle ne portera pas plainte, soit très vite elle prendra peur et elle retirera sa plainte. Donc effectivement, dire aujourd'hui il y a 239 000, 400 000, 800 000 femmes victimes de violences, je pense que 800 000, on est loin du compte tenu de l'ampleur de ce que sont les violences intrafamiliales. Question challenge, je vous voyais réagir à ce que disait Laure Buffet. C'est quoi aujourd'hui le quotidien des personnes qui travaillent sur le terrain? Et par rapport à tout ce qui a déjà été dit par Luc Frémiot et Laure Buffet, qu'est-ce que vous constatez comme évolution depuis 2019? Est-ce qu'il y a des spécificités territoriales? Ce qui est important de rappeler quand même, il y a un événement majeur qui va se produire en 2017. C'est les mouvements sur les réseaux sociaux. Balance ton pomme et MeToo. On a une libération de la parole qui se produit à ce moment-là. Le Grenelle 2019 intervient après. C'est-à-dire que le politique réagit par rapport à un mouvement qui fait que, effectivement, il y a une libération de la parole qui se produit à ce moment-là. Donc, avec le Grenelle 2019, effectivement, il y a des choses qui se sont améliorées. Il y a, je crois, 46 mesures qui ont été prises au niveau du Grenelle de 2019. Il y a des textes majeurs, essentiels, qui ont été produits depuis 2019. On reviendra dessus peut-être sur ces textes tout à l'heure. Mais en ce qui concerne donc l'activité proprement dite de la TAV, un TAV rattaché à la Fédération France Victime,
effectivement, les chiffres ont explosé. Je vous donnerai un exemple. C'est 2020, on reçoit au sein de la table, on accompagne à peu près 1300 victimes. 2024, c'est 2200. Sur ces 2200 victimes, il y a, je crois, exactement 892 cas de violence conjugale, ce qui est énorme. Voilà. Donc, oui, le changement chez nous, pour nous, au niveau des associations et du milieu associatif, c'est la libération de la parole. Aujourd'hui, les victimes n'hésitent plus à solliciter les gendarmes, le commissariat, à venir nous voir, les assistantes sociales. Ça, c'est le grand changement pour nous. Alors après, voilà, on est sur un territoire quand même de 118 communes. Il y a 2 communautés d'agglomération, 6 communautés de communes. Je crois qu'on avoisine les 246 000 habitants. Voilà. Mais cela dit, au niveau de l'accompagnement et du suivi des victimes, on est un territoire extrêmement sensible sur le sujet. On a des chiffres qui sont bien plus supérieurs aux autres territoires de la Moselle notamment. Merci. Lord aussi, vous êtes journaliste. Donc pas un jour sans que la presse ne se fasse l'écho de féminicides ou de violences faites aux femmes. Et pourtant ça ne diminue pas. Est-ce que, à votre avis, le phénomène perdure et davantage exprimé parce qu'on en parle plus ou parce qu'il y en a plus? Je crois qu'en effet, il y en a, on en parle plus. Et je pense, typiquement par rapport à la médiatisation, puisque mon métier est d'être journaliste, il y a quelques années, on ne documentait pas les féminicides. D'ailleurs, ils n'étaient pas appelés féminicides. Déjà, le vocabulaire est important. Vraiment, à l'échelle de l'histoire, ça a été très rapide et c'est très bien. Moi, quand j'ai commencé à être journaliste, et il y a encore... je dirais, je me souviens parce que je faisais partie d'une association qui s'appelle Prenons la Une, qui militait globalement concernant la place des femmes dans les médias et aussi le vocabulaire employé. Et on avait écrit une tribune en 2014 pour dire qu'il ne fallait plus, que le crime passionnel n'existait pas, une tribune dans l'IB. Et à ce moment-là, c'était évident que tout le monde parlait de crime passionnel, y compris parfois des magistrats d'ailleurs. Alors que il me semble que ce n'était pas vraiment un vocabulaire juridique, mais c'était un peu l'usage, voilà. Et évidemment, ce mot tendait à minimiser l'acte de l'agresseur en sous-entendant qu'il était mu par la passion, qu'il n'avait pas pu s'empêcher, et on occultait complètement l'aspect de crime de propriété. Aujourd'hui, on a compris, je crois, que c'est une forme de possession de l'autre et que souvent les féminicides ont lieu quand il y a souhait de divorce, de séparation. Et donc, en effet, il y a eu un changement médiatique, à la fois dans le vocabulaire et aussi dans le fait qu'aujourd'hui, ça devient un sujet de documenter, de se demander quelle était l'histoire de cette femme, de ce couple, ce qui s'est passé, et ça donne lieu à des articles. Et en effet aussi, je pense que s'il y a plus de plaintes, par ailleurs, parce qu'on voit souvent des chiffres comme quoi plus de plaintes, après, voilà, ça demande peut-être plus d'analyse, mais il me semble que c'est non pas qu'il y a plus de faits, mais parce qu'il y a une libération de la parole et les femmes osent enfin un peu plus porter plainte qu'auparavant. Voilà. Après, pour revenir sur cette question des conséquences du Grenelle, moi je n'ai pas fait d'enquête globale sur ces conséquences, mais je pense, et j'ai écouté aux autres interlocuteurs, qu'il y a eu des avancées. Mais pour revenir peut-être au sujet que je connais un peu mieux, le sujet de mon livre sur notamment les violences faites aux femmes et notamment aux adolescentes dans les quartiers populaires, en vous entendant, je me dis qu'en fait il y a un peu un angle mort par rapport à ce sujet des violences faites aux femmes. On a beaucoup progressé et c'est tant mieux sur les violences conjugales, mais
ces adolescentes qui ont témoigné de ce qu'elles vivent au quotidien, c'est-à-dire adolescentes sous cette épée de Damoclès de la réputation, qui peut sembler être un pas de côté par rapport à ce que l'on dit, mais qui est aussi une violence du quotidien. Parce qu'au quotidien, elles se doivent de respecter tout un tas d'interdits, de normes parallèles un peu, voilà, de normes de pudeur, d'injonctions à porter des vêtements amples, à ne pas s'afficher avec des garçons, à ne pas être dans les terrasses de café, l'espace public ne leur est pas... elles ne sont pas libres dans l'espace public. Eh bien, je pense que ça, c'est un peu un impensé des violences faites aux femmes aujourd'hui. Et on parle aujourd'hui du contrôle coercitif envers les femmes victimes de violences, c'est-à-dire ce contrôle au quotidien sur leurs faits et gestes. Et en fait, c'est ce que vivent ces adolescentes au quotidien, dans certains quartiers, mais pas forcément par leurs petites amies, par l'ensemble d'un groupe, par la famille, par le candidaton, par d'autres femmes, par d'autres adolescentes dans les établissements scolaires. Parfois, des profs me disent, mais on entend des filles dire à d'autres, attention, tu es trop maquillée, attention à tes vêtements, etc. Et il y a véritablement aussi, j'aime pas trop les termes jargonnants, mais voilà, une sorte de contrôle coercitif de ces adolescentes. Et parfois, peut-être que on n'en a pas suffisamment conscience. Et toutes ces injonctions sont véritablement, il faudrait véritablement les voir comme des violences faites aux femmes et pas seulement des traditions, des coutumes ou une manière de fonctionner de certains quartiers. Et on voit que ça mène, enfin ces filles qui tombent dans ces mauvaises réputations pour rien deviennent des proies et peuvent en mourir. Ça a été le cas de Shaina, et cette semaine malheureusement c'est revenu dans l'actualité avec Sajan Samara à Montpellier qui a été dans le coma parce que l'enquête n'est pas terminée, mais il semblerait, d'après les premières déclarations de sa mère, qu'elle était harcelée depuis un certain temps, notamment par une autre adolescente, parce qu'elle ne suivait pas des normes qui étaient imposées dans ce quartier, en l'occurrence des normes, elle osait quelque part s'habiller à l'occidental, elle ne portait pas de voile, elle était, semble-t-il, plus libre que d'autres, et ça n'était pas accepté. Et là, elle a été dans le coma à cause de ça. Tout à l'heure, Christian Chalon évoquait le mouvement MeToo comme un mouvement peut-être un peu révélateur. On a fait un test tout à l'heure au lycée Louis Vincent à Metz. Vous avez demandé Laure qui a entendu parler de MeToo. Et ils étaient une minorité à avoir entendu vraiment parler de ce mot-là. Luc Frémiot, vous évoquez, vous, dans votre livre aussi, à un moment donné, la prise de parole d'Adèle Haenel, en disant « tout le monde n'est pas Adèle Haenel ». Est-ce que ce mouvement MeToo a véritablement servi? Vous parliez tout à l'heure, finalement, de chiffres qui ne sont pas justes, de zones d'ombre aussi, finalement. Qu'aujourd'hui, des femmes n'ont pas la possibilité encore de prendre la parole. Oui, tout à fait. Je pense que moi, je souhaite apporter une nuance justement sur cette histoire de libération de la parole. Ouais. Moi, je pense que la parole sera libérée le jour où les femmes pourront, en tout état de cause, se rendre sans risque dans un commissariat ou une gendarmerie, qu'elles seront écoutées, qu'elles seront reçues comme elles doivent l'être, qu'il y aura derrière tout cela une enquête qui soit véritablement efficace, avec une recherche de témoins, avec des recherches médico-légales, avec également tout ce qui peut servir à étayer la procédure et ce qui n'est pas toujours fait. C'est donc un premier point. Le deuxième point, c'est de se dire que MeToo, en fait, a comblé un vide. Et ce vide, il est dû justement à la justice. Il est dû au service public. Il est dû effectivement au service de police ou de gendarmerie et des magistrats qui n'ont pas rempli effectivement la tâche qui a été la leur. Parce qu'à partir du moment où on se réfugie effectivement dans ce style de dénonciation, c'est qu'on a perdu la confiance. On a perdu la confiance dans nos institutions et ça sera extrêmement compliqué et difficile de la gagner. Je voudrais ajouter quelque chose parce que c'était très intéressant ce que vous disiez sur l'angle mort en fait. J'ai fait énormément, comment dire, de prestations à la demande des uns et des autres. Et un beau jour, j'ai été contacté par une jeune femme dans la région de Lille, qui était une jeune maghrébine,
qui était présidente d'une association. Elle m'a demandé effectivement de venir parler un petit peu de ce qu'on pouvait proposer pour lutter contre la violence faite aux femmes. J'y suis allé, je me souviens, c'était un dimanche sous la pluie, comme bien souvent dans le nord de la France. On était dans une cité, j'avais pris la précaution de prendre la voiture du tribunal, parce que j'étais un petit peu inquiet de savoir comment j'allais retrouver le véhicule. Je ne trouvais pas, je m'hasardais entre les blocs, etc. Et j'ai fini par voir au loin le gymnaste, où avait lieu cette réunion, et il y avait devant, mais alors, énormément de monde. Et c'était tous des hommes. Des hommes, effectivement, et bien, une population, comment dire, africaine, maghrébine, qui était présente, qui était là. Je me suis dit, je ne pourrais pas passer, j'étais devant. Je les ai salués, alors ils m'ont regardé un petit peu de travers, et puis je suis passé. Et je suis rentré dans cette espèce de hangar, qui était en fait un gymnaste. Et là, il y avait une vingtaine de femmes. Elles étaient toutes voilées. J'étais très impressionné et je me suis dit, quel courage d'être passé à travers cette foule et d'être capable, comment dire, d'être là et de venir s'exprimer. Donc la présidente m'a un petit peu présenté et j'ai essayé de leur parler. Et il n'y avait rien, il ne se passait rien du tout. Il n'y avait pas de réaction. Je me souviens, ils étaient assis sur des bancs, vous savez, ces bancs qu'on trouve à l'école avec les anciens plumiers encore. Et moi, je m'étais assis aussi sur un banc parce que je voulais être proche d'elle, essayer de discuter. Et puis je leur expliquais tout ce qu'on pouvait faire, qu'il fallait effectivement faire des plaintes, des recherches de police, qu'on ferait ça, qu'on s'occuperait d'elle, etc. Et il y avait toujours rien. Et il y a un moment, je leur dis, écoutez, mais il faut que vous parliez. Et il y a une dame qui s'est levée, derrière, je ne l'avais pas vue. Elle a pris la parole, elle avait le visage fracassé, avec des fractures mal consolidées, etc. Elle m'a dit, mais moi, monsieur, je vous écoute. Elle dit, mais qu'est-ce que je fais? Moi, j'habite dans la tour, là. Il y a 15 étages. L'ascenseur ne fonctionne pas. Quand je dois aller faire les courses, mon mari me dit, t'as 5 minutes pour descendre, t'as 5 minutes pour aller jusqu'au magasin, 5 minutes pour faire les courses, et on compte, et on compte, et on compte. Et si au bout, effectivement, des 40 minutes, ben, je ne suis pas rentré, eh bien, je suis frappé. Et ça a été ça. Elles se sont toutes bien parlé, mais entre elles. Et puis donc, on a annoncé un peu le débat. Puis quand c'est terminé, il y a une qui a dit, attendez, monsieur, il y a des choses que vous pouvez faire pour nous. Je dis, oui, c'est quoi? Vous ne pouvez pas demander que l'ascenseur soit rétabli. Voilà la situation. Alors, tant que vous avez la parole, je vous propose de la garder. Et on a cette question récurrente. Alors, vous nous avez dit que ça ne s'arrêterait jamais. Mais à votre avis, pourquoi ça ne s'arrête pas? Pourquoi ça ne diminue pas? Ça ne s'arrête pas parce que malheureusement aujourd'hui dans des rapports de force. Plutôt que la théorie du genre, moi je préfère me pencher sur le problème de la disparité qui existe, la disparité physique qui existe entre les hommes et les femmes. C'est des rapports de force malheureusement. Et fatalement, bien évidemment, les victimes sont des femmes. Pourquoi on n'arrive pas à faire bouger les choses? Parce que je pense que, comme je l'ai dit en introduction, la société devient de plus en plus violente. Mais le problème, c'est que la violence, elle est banalisée. C'est qu'on est tellement habitué à voir les choses. Vous parliez effectivement de tout ce qui se passe aujourd'hui sur le plan médiatique, auquel on est tous très attentifs. Mais à la limite, petit à petit, j'ai peur, si vous voulez, que notre conscience soit émoussée. Voilà, c'est ça qui fait peur. Alors il faut surtout, pour éviter cela, il faut travailler en réseau. Il faut travailler effectivement les uns avec les autres, dans les juridictions notamment. Il n'y a rien de plus important qu'une entente entre un président de la République et le président du tribunal pour mener une véritable politique de juridiction. Il faut qu'à l'échelon national également, on ait des chambres de la famille avec une passerelle qui existe entre le procureur qui est au courant, par exemple, des infractions qui ont pu être commises et le juge des affaires familiales qui va prononcer le divorce, qui va s'occuper notamment de la garde des enfants, des droits de visite et d'hébergement. Toutes ces choses-là, mis bout à bout, ça donnera des résultats. Mais c'est très compliqué parce que, justement, cette capacité de communication, eh bien, on ne la trouve pas toujours dans nos institutions. Ça, je vous ai entendu, Anne-Laure, ce matin, devant les gens de la TAF, parler de ça, le fait de pouvoir travailler ensemble, qu'il puisse y avoir des juristes, des psychologues, et enfin, que ce travail soit collectif. J'aimerais que vous reveniez là-dessus aussi, peut-être.
Oui, moi je pense que c'est indispensable de travailler de manière pluridisciplinaire, plutôt que d'être chacun, entre guillemets, dans son coin. Si je parle pour ma paroisse, c'est-à-dire, moi donc, je suis thérapeute, je travaille en libéral, j'aimerais pouvoir plus facilement pouvoir communiquer avec les avocats. J'aimerais éventuellement pouvoir plus facilement accompagner des victimes au commissariat et pas être laissée à la porte, mais être là en me taisant, mais être là parce que la victime a besoin d'un réconfort et elle ne va pas y aller avec un doudou au commissariat. Donc, et j'aimerais surtout qu'on se rappelle qu'une victime, une femme victime, c'est pas tout d'un coup un dossier qu'on doit traiter juridiquement, un dossier qu'on doit accompagner en essayant de trouver le meilleur moyen de l'accompagner. C'est un être humain. Et que ces êtres humains-là, ils sont démolis. Et qu'il faut les restaurer le plus complètement possible. Alors il y a le droit qui doit travailler, il y a la science, la médecine, la psychologie qui doit travailler. Et puis il faut tout un accompagnement sur la personne qu'elle est, sur ses croyances, sur son identité, sur son autonomie, sur sa famille aussi, d'où elle vient, qu'elle le comprenne. Parfois il faut un accompagnement aussi des proches. Donc c'est une prise en charge totale. Alors maintenant, si on devait pour chaque femme le faire, ça serait un boulot qui serait absolument colossal. Donc je crois beaucoup aussi au travail de la prévention. Je crois beaucoup au travail de l'information, c'est-à-dire si on n'arrive pas en tout cas à accéder directement à un certain nombre de femmes qui sont victimes, qu'elles puissent accéder, qu'elles puissent avoir des informations, qu'elles puissent avoir des points relais, parce qu'il y en a très très peu, des endroits où se réfugier, il y en a très très peu, qu'on ne se contente pas de leur proposer parce qu'elles ne vont pas bien une séance de yoga ou une heure d'ostéopathie, mais qu'on leur dise c'est une conscience totale de vous qu'il est possible de réaffirmer ou de découvrir petit à petit. Ça va être long, parce que c'est long. Et souvent les femmes, elles sont dans l'urgence, quand elles comprennent qu'elles sont victimes et qu'elles doivent sortir d'une situation, elles sont dans l'urgence. Et nous, le travail, on doit être dans un travail de tempérance, en disant si vous allez trop vite, vous allez tomber. Moi, un exemple que je prends très souvent, c'est que toutes ces situations ont entre autres pour conséquence d'infantiliser les victimes. Un enfant, quand il commence à marcher, il marche difficilement, il tombe, il se relève, il se cogne, et puis petit à petit, il sait marcher à son rythme. Les femmes, il faut leur réapprendre à vivre, pas à marcher, à vivre. Alors on peut prendre marcher de manière symbolique, mais c'est à vivre. Et c'est en leur proposant diverses écoutes, divers appuis, et pas en cantonnant, en ayant bien le monde du droit d'un côté, le monde de la médecine de l'autre, le monde des assistantes sociales, des associations, en séparant tout ça qu'on s'en sortira, parce qu'en fait on les perd. Elles entendent plusieurs paroles et on les perd. C'est vraiment en organisant ce que la société doit être, ce que la politique doit être, quelque chose de citoyen en fait. Et pour rebondir sur ce que vous dites, pour finir, après je vous laisse le micro, mais sur la question des féminicides et sur la question du genre, les féminicides, c'est une violence de genre, largement. Donc quand on dit que ce sont des femmes qui sont victimes de violences, qui sont tuées, elles sont tuées parce qu'elles sont femmes. Et c'est là aussi où je parle de la prévention. Si on ne rétablit pas extrêmement vite dans notre conscience sociétale, notre conscience citoyenne, totalement que les femmes sont des êtres humains à part égale aux hommes, ça continuera. Si on ne rétablit pas constamment la parole des enfants en disant « petit garçon, petite fille, vous êtes de toute façon des enfants avec les mêmes droits », ça continuera. La prévention, elle doit commencer extrêmement tôt. Or, aujourd'hui, on fait une prévention extrêmement aléatoire. On en a parlé récemment. On dit qu'il faut, mais on ne fait pas. On dit qu'il faut se déplacer dans les écoles, mais on ne le fait pas. Par rapport à ce que vous évoquez, Laure, sur les quartiers, les banlieues, les zones défavorisées, c'est là aussi, c'est à la racine, c'est là qu'il faut retourner travailler. On en est sorti politiquement,
et quand je dis politiquement, c'est citoyennement. On en est sorti, c'est notre devoir d'y retourner. Alors ça fait peur, mais si on n'y va pas, on participe au mal qui est en train de se passer. Et si on veut lutter contre ce fléau, c'est en allant partout, c'est en se déplaçant partout. On reviendra tout à l'heure. Je vous ai vu réagir, Christian Chalon, sur peut-être les moyens, sur la question des moyens, on va y revenir tout à l'heure. Je voulais vous interroger, Laure, tout à l'heure, là aussi, au lycée à Metz. C'est bon, là, je suis désolé, j'ai une voix trop... je devrais parler sur le micro, c'est ça. Laure, tout à l'heure, au lycée, les premiers à poser des questions, c'était les garçons. Et puis vous avez dit, vous avez raison de le dire, les filles, vous n'osez pas parler, et finalement, il y a eu des questions de filles. Dans votre livre, vous abordez, il y a tout un chapitre sur les garçons. Vous êtes allé interroger ces jeunes qui considéraient Sheila comme une fille facile. Qu'est-ce qu'il y a, Laure, d'aussi dans la tête des hommes violents? C'est une question complexe. On va faire une table ronde complètement. Je ne suis pas dans leur tête, mais... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Et puis voilà, ça concerne pour le coup, je définir les périmètres, c'est une enquête d'un an à Creil, suite à l'affaire Shaina, et donc là je n'ai pas une vision de l'ensemble des hommes violents, notamment aussi des violences conjugales, peut-être aussi qu'il y a spécificité, et ça demande vraiment une analyse plus poussée. Là, j'ai consacré en effet un chapitre aux garçons de Creil, à certains garçons de Creil avec qui j'ai pu m'entretenir, pour comprendre en effet comment ils en arrivaient à propager ces réputations et à être dans ces mentalités où il y a cette catégorisation des filles en deux, celles qui sont respectables et celles qui sont considérées comme des filles faciles et qu'on ne respecte plus. Il y a plusieurs choses. Il y a dans leurs propos le fait qu'en tant que garçons, on leur demande, finalement, ils ont ce rôle dévolu au sein de certaines familles, un rôle évidemment très patriarcal, qui est le rôle du grand frère, et qui a comme devoir de protéger sa sœur, mais une protection qui confine évidemment à une forme de surveillance. Et d'ailleurs, je me suis rendue là à nouveau, enfin pas à nouveau, j'étais pas encore allée, mais sur un autre terrain qui est celui de Viry-Châtillon à la suite du meurtre du jeune Chemseddine. Là encore, il y a ce phénomène des grands frères, parce que là, ce jeune Chemseddine avait juste parlé sexualité avec une fille de son âge, et donc les grands frères de cette adolescente ont cru bon de mener cette expédition punitive qui a mené à la mort de ce jeune Chemseddine. Et en allant sur place, je demandais un peu, mon angle c'était de comprendre comment étaient perçus les grands frères. Et en fait, évidemment, tout le monde condamne le meurtre, heureusement, mais on ne remet pas en cause à la racine ce rôle des grands frères. Et même des adolescents disaient, mais c'est normal, mon frère, je lui dis où je vais, je lui dis ce que je fais. Mon frère, c'est un peu comme des parents. Et là, il y a un problème. Non, le grand frère, c'est pas un parent. Oui, on doit certainement rendre des comptes à ses parents, mais pas à son grand frère. Voilà, on voit qu'il n'y a pas forcément d'égalité dans la fratrie. Et que donc le garçon s'arroge ce pouvoir-là. Et il a un pouvoir d'autant plus important que c'est souvent des familles en grande difficulté économique, où les parents sont parfois aussi déconsidérés parce qu'étant au chômage, parce que étant dans une grande difficulté d'intégration, et donc c'est vrai que c'est compliqué à ce moment-là d'être des modèles pour ces enfants. Et aussi la difficulté aussi de la langue pour des arrivées récentes, où on disait aussi que parfois c'est le grand frère qui sait, et uniquement lui, qui sait parler français, en tout cas les enfants et pas les parents. Voilà, donc toutes ces considérations socio-économiques font qu'il y a un pouvoir très important des grands frères. Donc ça c'était un aspect de la réponse de ces adolescents. Et puis il y a aussi la notion de réputation qui est très présente, y compris
pour les garçons. En fait, la réputation, elle est présente pour tout le monde, mais toujours sur le dos du corps des femmes, pour résumer. Et il y a ce père de famille, par exemple, qui me disait moi, je préfère que mon fils fasse de la prison plutôt que ma fille soit considérée comme une traînée. Il en va de ma réputation de père. Et donc, c'était vraiment poussé à l'extrême. Hein. Je ne dis pas que tous les pères de famille me disaient ça, mais il est représentatif quand même d'un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées à Creil. Et donc, pour lui, eh bien, faire de la prison, c'était en quelque sorte, on pouvait racheter sa faute, alors qu'être une traînée, ce n'était pas possible. Il y avait une honte à vie et qui rejaillissait sur lui en tant que père. Merci. Et pour vous, Luc Frémiot, qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes violents et comment vous percevez cette question? Bien, écoutez, je me suis beaucoup intéressé justement à ce qui se passe dans la tête des hommes violents, puisque dans la politique pénale que j'ai menée, j'idée sur 3 choses. Premièrement, évidemment, je supprimais les mains courantes, de manière à ce que le parquet soit au courant de toutes les infractions qui étaient commises sur ces femmes, sur ces victimes. Deuxièmement, l'auteur, lorsque les faits étaient avérés, était sorti du domicile conjugal et était placé dans une association avec une obligation qui consistait à rencontrer des psychiatres et des psychologues avec lesquels on avait travaillé d'ailleurs avec des Québécois également sur le problème de la violence. C'est-à-dire l'idée n'était pas d'éradiquer la violence, l'idée était de faire comprendre comment elle se manifeste. Donc les sortir du déni, ces auteurs, et puis les amener à s'exprimer, et leur donner ensuite des clignotants, c'est-à-dire leur faire comprendre qu'à certains moments, ils vont passer à l'acte. Et ces stages étaient pré-sententiels, c'est-à-dire avant qu'ils passent devant la juridiction de jugement, et ensuite post-sententiels, dans la mesure où il y avait un juge d'application des peines qui continuait sur ce sujet. On a obtenu de très bons résultats, puisque la récidive sur le ressort du tribunal de Douai est tombée à 8%. Lorsqu'on connaît effectivement les taux de récidive sur le plan national, on est à plus de 45%, ça laisse quand même une idée sur l'intérêt qu'il y a à travailler sur les auteurs. La difficulté avec eux, c'est qu'ils ne reconnaissent pas les choses, et les victimes non plus. Il y a un dénominateur commun entre l'auteur et la victime, c'est le déni. Et la victime va se dénier en qualité de victime parce que personne n'a envie de passer pour une victime, pour commencer. Parce que c'est l'homme qu'on a choisi, c'est le père des enfants, c'est celui qu'on aime encore, avec lequel il y a peut-être encore une issue possible. Et il y a l'auteur qui lui dit « mais moi je ne suis pas violent du tout ». Et c'est elle qui me rend comme ça. Par exemple, effectivement, avec les autres, je ne suis pas comme ça. Et cette espèce de spirale infernale, si vous voulez, il y a un moment donné, il faut absolument en sortir. Et on en sort par ces groupes de traitement qu'on a mis sur pied avec ces psychiatres et ces psychologues, des groupes de responsabilisation. Et en ce qui concerne les femmes, c'était plutôt autre chose. C'était la possibilité de s'exprimer les unes avec les autres. Et voilà ce qui se passe dans la tête des hommes violents. Il y a eu plusieurs structures qui ont été réalisées, notamment à Arras, et ça fonctionne très très bien. Les gens réfléchissent. Alors, ça ne quitte pas à tout le monde. Évidemment, vous avez des violents qui sont des violents pathologiques, qui échappent à ce type de choses. Mais lorsqu'on travaille le plus en amont possible sur les violences, c'est-à-dire si on travaille sur les premiers coups, sur les premières manifestations de violence, et on peut également penser également aux violences psychologiques, eh bien là, on va devenir efficace. Plus on attend, plus on va armer l'auteur dans sa violence. Le temps, c'est l'ennemi des victimes. Oui, parce qu'il entre en toute puissance. Voilà. Alors, puisque votre dernier mot est victime, Anne-Laure, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se passe dans la tête des victimes? Voilà. Puis, il se passe beaucoup de choses dans la tête d'une victime. Alors bien sûr, quand il y a une agression, quand il y a le traumatisme, il y a l'effet de sidération, il y a la dissociation, il y a le risque d'amnésie, il y a la mémoire traumatique. Dans la tête d'une victime, ce qui se passe surtout, c'est une totale incompréhension. Parce que, si on parle des violences conjugales, il ne faut pas oublier que qu'est-ce qu'il y a avant la violence? Il y a l'amour. Et ça ne colle pas du tout avec l'histoire qu'on a racontée aux femmes. Pas du tout. Puisqu'il y a de l'amour, quand il y a de l'amour, il n'y a pas de violence. Il y a de la colère, il y a du désaccord, il y a du conflit,
D'ailleurs, qu'est-ce que ça peut sortir dans les décisions de justice? C'est un conflit de couple, ça va s'arranger, merveilleux. Et puis ça n'arrive pas le premier jour, la violence. C'est le nombre de fois où j'ai entendu des personnes me dire « Mais attends, toutes les victimes que tu vois, elles ne pouvaient pas s'en rendre compte ?» Je dis « Bah si, elles pouvaient, parce que le premier jour, monsieur est arrivé en disant « Bonjour, je suis violent, je vais te casser la figure. » Et elles, en plus, elles ont dit « Super, je reste. » Je dis « Mais ça se passe pas comme ça. » J'ai au début, il y a de l'amour, ou en tout cas, il y a un sentiment, il y a une croyance, il y a une volonté d'y croire. Il y a une volonté de respecter un schéma familial, social, ce qu'on nous a inculqué. On va faire une jolie famille, on va avoir de beaux enfants, on va les élever ensemble. Puis monsieur, il a le droit par moment d'être énervé, parce que nous aussi, on est des femmes, on a le droit d'être énervé. Donc pourquoi monsieur ne serait pas énervé? Il a le droit. Puis un gros mot, c'est guère qu'un gros mot. Une injure, ça peut arriver. Deuxième, ça peut arriver. Quand on dit à la première gifle, il faut partir, la première gifle, elle n'arrive pas au bout d'une heure de couple. Elle arrive longtemps après. Donc il y a une histoire d'amour, où il y a une croyance en une histoire d'amour qui s'est installée. Quand il y a la première gifle, c'est déjà trop tard. Madame, elle ne part pas. Elle va dire, mais en ce moment c'est un peu plus compliqué, il y a un peu plus de boulot, il y a les impôts, il y a l'inflation, il y a le chômage. Je l'ai peut-être énervé, je l'ai peut-être agacé, il a peut-être des problèmes dont il ne parle pas. Et puis monsieur, pendant ce temps-là, il dit « Désolé, je te promets, je ne recommencerai plus. » Première gifle, on ne part pas, c'est pas vrai. Deuxième gifle, on ne part pas, on n'est pas parti à la première. Pourquoi on partirait à la deuxième? Pourquoi on partirait à la troisième? À la troisième, c'est trop tard. C'est je ne suis pas arrivée à partir. Et puis à chaque fois ça s'arrange un peu. Puis à chaque fois ça va aller un petit peu mieux. Puis il y a les enfants, je ne vais quand même pas les priver d'un père. C'est pas un mauvais père. Heureusement que de plus en plus on dit un mari violent est un père violent. Un enfant n'est pas témoin, un enfant est victime. C'est heureusement qu'on dit. Mais combien de fois j'ai entendu oui, avec moi il est violent, mais c'est quand même un bon père. D'accord, donc en fait, il est en train de vous frapper devant les enfants. Les enfants sont témoins visuellement de ce qui se passe. Et monsieur est en train de montrer à vos enfants que vous n'êtes qu'un objet qu'on peut maltraiter, mais c'est un bon père. Ok, j'ai pas la même définition du bon père. Un bon père, c'est quelqu'un qui va d'abord commencer par respecter sa femme et montrer aux enfants qu'on respecte l'humain, tous les humains. Ça, c'est un bon père. Face à la violence, et alors là je parle de violence physique, quand c'est de la violence psychologique, c'est ça en plus aggravé parce qu'elles n'ont même pas reçu un coup. Et elles le disent en consultation, si au moins ils me tapaient dessus. Ça va plus loin, il y en a qui disent je vais tout faire pour qu'ils me tapent dessus, comme ça j'aurai quelque chose à montrer à la police. Parce qu'en plus, il ne fait que m'insulter. Donc j'ai plus confiance en moi, je doute de moi, j'ai honte, j'arrive pas à partir, je ne défends pas mes enfants, je suis éloignée des autres, je ne sais pas à qui m'adresser, je n'ose pas les porter plainte, mais c'est de ma faute. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme victime? C'est de sa faute. Parce qu'on lui dit, on lui fait encore comprendre, socialement. Elle aurait dû réagir, on l'entend encore, elle aurait dû partir. Vous êtes une adulte, vous auriez dû réaliser, madame, que lorsqu'on a des enfants, on les éloigne d'un mari violent. Et on va où? Et on fait quoi? Et avec quoi? C'est ça qui se passe. Merci. Je vais vous passer la parole, Christian Chalon. Juste vous dire que d'ici 10 minutes, on va ouvrir aux questions du public parce que je pense que c'est important. Je pense que vous avez des choses à demander ou à raconter. Christian Chalon parlait, par rapport à ce que vient de dire Anne-Laure tout à l'heure, ou à ce qu'a dit Luc Frémiot, on parlait tout à l'heure des moyens de la... Il faudrait pouvoir aller dans les écoles, il faudrait pouvoir faire ce travail. Aujourd'hui, quelle est votre réalité à vous sur le terrain?
je dirais que les relations en règle générale avec les institutionnels se passent extrêmement bien. Ça, c'est la grande nouveauté aussi depuis 4 ans. La prise de conscience, elle va jusque-là aussi. Il y a plusieurs éléments sur lesquels je voudrais revenir. On a parlé tout à l'heure de sensibilisation et de prévention. Alors ça, c'est un sujet chez nous qui nous préoccupe depuis 2 ou 3 ans. Et notamment le travail à faire dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées. Ce travail-là, il y a quand même aussi un point important à vous rappeler, c'est qu'une association d'aide victime ne vit que des subventions de l'État et des collectivités territoriales. Toutes nos interventions, l'accueil, l'accompagnement des victimes est totalement gratuit, que ce soit juridique ou psychologique. Donc, ce que nous finance, notamment l'État, ce sont nos interventions sur le domaine juridique et sur l'accompagnement psychologique des victimes. La sensibilisation relève des collectivités territoriales. Alors, pour ce qui concerne les écoles, ce sont les mairies, les communautés de communes, les collèges, le département, le lycée, c'est la région. Et là, on se heurte à un certain nombre de difficultés. On a testé, puisqu'on parle des écoles primaires, on a testé il y a 2 ans une campagne de sensibilisation dans les écoles primaires. On a monté une intervention, une animation dans les écoles primaires, à la fois sur l'égalité filles-garçons, sur les problèmes de harcèlement, sur les violences sexuelles, et puis on a travaillé avec les équipes de l'éducation nationale, notamment les inspecteurs, qui sont les inspecteurs référents sur ces domaines. On est allé tester, on a fait 2 pilotes, dans une classe de CM1 et une classe de CM2, dans la vallée de Gand. Classe de CM2, tout se passe à peu près bien, on briefe avant l'équipe enseignante, on fait notre séance d'animation, et puis ensuite, on débriefe avec l'équipe. Donc il y a une juriste, et puis une psychologue qui anime la séance. À la fin, alors la première séance se passe bien, à la fin de la 2e séance, il y a un gamin qui glisse un billet dans la main de la juriste, qui est en train de sortir. La juriste sort, ouvre le billet, et sur le billet, c'était inscrit « Je suis violée à la maison ». D'accord ? Donc, l'échange qu'il y a eu pendant 1h30, il a fallu ça pour que le gamin prenne conscience que ce qu'il vivait à la maison, c'était pas normal. Et lorsque la juriste montre ce papier à l'équipe éducative, l'enseignante, la directrice, dit « Alors effectivement, on était au courant qu'il y avait un problème dans cette famille, problème de boisson, problème de violence, mais ça, c'était complètement passé au travers. » Donc vous imaginez que depuis cette expérience qu'on a vécue, notre travail à nous, c'est d'aller convaincre les uns et les autres, les enseignants, les directeurs d'établissement, les élus, de l'intérêt de travailler au plus tôt avec les gamins. On a fait le choix, nous, de travailler avec les CM1, CM2 en ce qui concerne les écoles primaires. Là, on vient d'intervenir depuis quelques mois dans les collèges, puisque vous savez qu'il y a eu une campagne sur le harcèlement qui a été menée par l'Éducation nationale dans le cadre du dispositif phare. Et il y a des établissements, des collèges qui sont, et je mesure mon propos, presque en panique sur ce sujet. Ça fait maintenant 3 mois qu'on assiste à la fois les enseignants, les élèves ambassadeurs, et qu'on va dialoguer dans les écoles, dans les classes. Parce qu'effectivement, les résultats sont extrêmement mauvais. Et on n'est que sur un sujet, le sujet du harcèlement. Le problème des enfants, pour nous, il nous préoccupe vraiment. On parlait de victime tout à l'heure, c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser, victime. Je vais vous raconter une autre anecdote qui nous a été racontée par le juge Durand, l'ancien patron de la Cirise. Vous avez un couple, ils sont au dîner le soir, 2 enfants, 6 ans et 10 ans.
Et à un moment donné, la maman dit à son fils, j'ai vu ta maîtresse cet après-midi, qui m'a dit que ça n'allait pas à l'école. Pas du tout. Tu étais assez rebelle par rapport à l'enseignement, que tu parlais constamment en classe, etc. Et je voudrais que tu m'expliques ce qui se passe. Et le gamin dit, ben non, non, c'est pas vrai. Bon, j'ai eu un problème avec je sais plus qui dans la classe, mais c'est pas vrai. Et lui dit, tu me mens en plus. Le père se lève, il frappe sa femme. Le coup est tellement violent qu'elle bascule de la chaise. Elle s'en va en pleurant. Le mari se lève, va prendre son épouse par le collet, la ramène à table, la met assise et lui dit « Tu parles plus comme ça à mon fils ». Alors vous imaginez les deux enfants qui sont présents et qui assistent à ça. Quand je vous dis qu'il est important pour nous de travailler auprès des gamins, c'est notre mission, je dirais, première aujourd'hui, après l'accueil, l'écoute, notamment sur les violences conjugales. Le travail avec les enfants, pour nous, il est primordial. Merci Christian. Le micro va arriver. Je voulais, avant Luc Frémiot, vous interroger. Pardon, oui. Je voulais juste peut-être rebondir très rapidement, parce que je trouve ça formidable, ces interventions que vous faites. Et je voudrais juste ajouter quelque chose dans le même sens, c'est que il existe en plus des modules, en fait, dans mon livre, pardon, je suis un peu fatiguée, cette prévention auprès des adolescents, elle est fondamentale, et il existe les cours d'éducation affective et sexuelle dans les établissements scolaires qui, normalement, sont obligatoires dans la loi depuis 2001, qui ne sont pas du tout appliqués, et ce sont en fait des cours qui permettent aussi une prévention pour expliquer ce qu'est le consentement, ce que sont les violences. Et j'ai pu assister à ces cours à Creil, et j'ai cet exemple en tête où un jeune de 15 ans, l'animatrice lui dit « Comment sait-on c'est une femme est consentante ?» Et il répond « Quand elle ne se débat pas ». Donc ça fait toujours sourire, et je me dis que ce n'est pas grave qu'il dise ça à ce moment-là, dans ce cours-là, parce que l'animatrice ensuite a pu engager une discussion, lui faire comprendre que c'était peut-être pas la bonne réponse. Et je trouve que c'est fondamental, et ce sont des cours, des dispositifs existent déjà, c'est dans la loi, mais comme souvent, ce n'est pas appliqué, et en plus il y a plein de fake news, comme quoi on apprendrait la masturbation, je ne sais quoi. Non, dans les cours d'éducation affective et sexuelle, c'est aussi de la prévention contre les violences. Voilà. Anne-Laure ? Moi je voulais juste dire, mais c'est par rapport au titre de ce soir, de cette rencontre, que je crois que si on a pour objectif l'éradication de la violence, d'une certaine manière c'est perdu d'avance. En revanche, si on a pour objectif la reconstruction d'une pensée individuelle et d'une pensée commune, si on a pour objectif de restaurer les capacités intellectuelles des uns et des autres, et parfois je suis très négative, mais je trouve qu'il y a quand même une légère perte de beaucoup de choses. Si on remet du discernement, si on remet du respect, si on remet de la culture, en tout cas au sens très large, on ne va pas éradiquer la violence, on va se donner des armes. Il ne faut pas chercher à supprimer ce qu'on ne peut pas supprimer. La violence, elle appartient à l'histoire du monde. Donc il y aura toujours de la violence. Ce qu'il faut, c'est ne pas baisser les bras et se redonner des armes. Et ça passe par la prévention, ça passe par l'éducation, ça passe par l'écoute, ça passe par la parole, ça passe par énormément de choses, mais c'est s'armer. C'est pas chercher à détruire, c'est s'armer qu'il faut faire. Luc Frémiot, on parlait tout à l'heure des textes majeurs, on parlait des lois qui ne sont pas forcément appliquées. Aujourd'hui, le dispositif judiciaire, il est là, mais il n'est pas appliqué, pas assez appliqué. Il n'est pas suffisamment appliqué, effectivement. Pour toute une série de raisons, parce que malheureusement, on a encore des collègues magistrats qui n'ont pas compris l'enjeu. Aussi parce qu'il y a des problèmes de moyens, bien sûr. C'est un contentieux qui est très lourd, parce qu'on travaille avec vraiment de l'humain.
Tout est basé sur les notions de consentement, de non-consentement, d'appréciation, et c'est très difficile. Il faut donc dès le départ qu'il y ait des enquêtes qui soient extrêmement solides. Et surtout, je voudrais dire autre chose qui est extrêmement important, et je suis très content qu'on vienne d'en parler, c'est qu'on oublie effectivement les enfants dans tout ça. Moi, je ne parle plus de violence conjugale, hein. Je parle de violence intrafamiliale. Voilà. C'est un premier point. Les enfants qui assistent à ça, ce sont à la fois des témoins, oui, des témoins parce qu'ils voient ce qui se passe, ce sont des victimes et ce sont des otages. Ce sont des otages parce qu'ils sont pris dans des conflits de loyauté entre le père et la mère. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants encore qui se disent que le père représente l'autorité dans un foyer et que si le père frappe cette femme qui est leur mère, c'est qu'il y a une raison. Et puis vous avez les autres qui, au contraire, vont prendre la défense de cette maman. Donc on est dans des conflits de loyauté qui sont absolument mais destructeurs. Et c'est quelque chose dont il faut absolument tenir compte. Je voudrais ajouter autre chose également. La science a fait beaucoup de progrès aussi à ce niveau-là. J'ai travaillé avec des pédopsychiatres et à l'occasion d'une réunion que nous avions eue à Bruxelles, ils ont fait passer des IRM de cerveau de nourrissons. Ces nourrissons avaient été exposés à des violences familiales, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas subi eux-mêmes, mais ils en avaient été témoins. Et bien ceux-ci présentaient des pertes de la matière encéphalique de cette taille-là, parce qu'ils génèrent dans ces situations-là une hormone de stress qui est le cortisol, et ce cortisol produit donc des effets également sur le plan physiologique. Alors, on sait évidemment depuis longtemps les dégâts que ça représente sur le plan psychologique, mais on le sait également maintenant que sur le plan physiologique, il y a des difficultés aussi de cet ordre-là. Tout cela, il faut évidemment en tenir le plus grand compte, parce que ces enfants-là, c'est les enfants de demain, c'est les pères de demain, c'est les mères de demain. Et lorsqu'on sait qu'il y a une règle des tiers qui s'applique, on sait par exemple qu'en principe, il y aura un tiers qui sera victime, un tiers auteur et un tiers résilient. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire, et c'est la raison pour laquelle toutes les institutions doivent se jeter à corps perdu dans ce débat, dans ce combat, parce qu'on fabrique aujourd'hui la société de demain. Merci. On ouvre aux questions. Merci pour tout ce qui a été dit, c'est extrêmement intéressant. Moi, je me posais la question de savoir pourquoi en Espagne, on a des résultats qui semblent meilleurs. Alors, qui Luc, peut-être. En Espagne, on a pris conscience de ce fléau depuis beaucoup plus longtemps que nous. Il y a maintenant une vingtaine d'années, je me souviens être allé à un colloque où étaient présentes les ministres de l'Intérieur espagnols, qui était une femme, les ministres également de la condition féminine. Elles étaient toutes les deux, en fait, interrogées sur ce qu'on avait fait en Espagne. Et il y a une loi cadre qui a eu lieu en Espagne, qui permet effectivement toute une série de prises en main. Et ça s'est avéré extrêmement efficace. Et il y a notamment une des choses qu'on peut reproduire facilement en France, enfin facilement à condition d'avoir des effectifs, c'est notamment ces juridictions spécialisées. C'est-à-dire que dans un tribunal judiciaire, il peut y avoir une chambre de la famille, avec effectivement des magistrats qui s'occupent à la fois des divorces, qui est très important dans le problème des conflits et des violences psychologiques et conjugales, avec toutes les conséquences sur les enfants, avec également une prise de participation du procureur de la République et de ses substituts, de manière à ce que l'on puisse travailler ensemble et mettre sur pied une véritable politique de juridiction. C'est ce qui a été fait en Espagne. Et en Espagne, ils ont été beaucoup plus rigoureux. Il y a eu énormément d'argent qui a été déployé, il y a eu des moyens. Et manifestement, on est toujours en train de citer un exemple, mais pour l'instant, on est toujours derrière eux. On court derrière, en fait, ce qu'ils ont réussi à faire avant nous. Christian ? Oui, il faut rappeler quand même que le bracelet anti-rapprochement a été déployé en Espagne, je crois que c'est en 2009. Oui, 2009. Le téléphone grave danger, en ce qui concerne la France, arrive en 2014. Et puis le bracelet anti-rapprochement qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est très récent, c'est moins de 2 ans, enfin 2 ans, 2 ans à peu près. Sur le territoire judiciaire de Thionville, on a actuellement 63 téléphones grave danger qui sont actifs et nous avons 8 bracelets anti-rapprochement. Pour ce qui est du
du pôle spécialisé violences conjugales. On a un pôle spécialisé violences conjugales sur la juridiction de Thionville. Et puis nous avons surtout, depuis quelque temps, des audiences dédiées violences conjugales. On avait une journée par mois qui était programmée sur les violences conjugales. Je crois qu'on va passer à 3 jours par mois. Donc c'est des journées spécifiques sur les violences conjugales. Merci. Une autre question? Moi j'ai un parcours un peu particulier. Mes parents qui m'ont détruit psychologiquement, tant mon père que ma mère, j'ai toujours dû faire seule face à ça. Et après j'ai été prise en psychiatrie, toujours seule à combattre. Je suis sortie de la psychiatrie, je suis toujours obligée d'être seule à combattre, à trouver ma place. Je n'ai pas demandé à venir au Mans, je n'ai pas demandé à subir tout ça, et je n'arrive pas à faire ma place dans la société, je trouve ça pas normal. Je dois payer pour le mal qu'on m'a fait, et je continue à payer pour le mal qu'on m'a fait. Et d'autre part, j'aimerais témoigner de ce que j'ai vécu, de partager justement, parce que je pourrais peut-être aider certaines personnes à s'ouvrir, mais je ne sais pas où m'adresser, je ne sais pas que faire. Je suis encore une fois seule. Ce que vous dites, madame, c'est quelque chose qu'on entend souvent parce que, voilà, aujourd'hui on parle des femmes victimes de violences, des enfants qui sont victimes de la violence. Mais on oublie que ces enfants, ils vont devenir effectivement des adultes. Merci de rappeler que ce sont les enfants, ceux d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain. Moi, c'est vrai que je reçois régulièrement des adultes qui me disent « Bon, alors c'est bien beau tout ça, ces histoires de violence intrafamiliale, etc. Mais moi, parce que moi, individuellement, je ne vais pas aller porter plainte aujourd'hui contre mes parents. Surtout que, en général, le temps que le travail se fasse, les parents sont âgés, voire morts. Donc on ne va pas porter plainte contre des morts. C'est pas visible. J'ai mené une vie qui a été ce qu'elle a été, mais j'ai mené une vie. Qu'est-ce que je vais aller raconter? Qui va s'occuper de moi? Alors que, profondément, je n'existe pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand un enfant est victime de la violence de ses parents? Et je dis bien de ses parents parce qu'une mère à qui on retire le moyen de protéger son ou ses enfants n'est pas violente avec ses enfants. Mais par défaut, elle n'apporte pas de protection. Par défaut. Donc l'enfant, il subit de toute façon doublement une forme de violence. Bref, ces enfants-là, ces adultes-là, il va falloir les reconstruire, il va falloir les entendre, il va falloir comprendre que c'est pas parce qu'ils sont devenus adultes qu'au fond d'eux, il n'y a pas un vide profond. Pourquoi? Ils ont eu aucune, ce qu'on évoquait ce matin, ils n'ont eu aucun lien d'attachement sain, ils n'ont eu aucun repère sain qui leur a été proposé. Alors, pour vous répondre, madame, je ne vais pas vous répondre malheureusement à vous directement là, mais ce qui est certain, et on en revient encore à la prévention, c'est que ces enfants qui sont aujourd'hui témoins, victimes, et comme vous le dites, otages de la violence intrafamiliale, si l'espace scolaire ou si d'autres lieux existent où ils entendent que ce qu'ils vivent n'est pas normal, est condamnable, est répréhensible, mais qu'on peut les écouter, qu'on peut les entendre et qu'on peut les croire, ça va au moins leur permettre, dans la nécessité que l'enfant a d'être attaché à quelqu'un, de s'attacher à une autre parole. Pas forcément à une personne, à une autre parole. Tu as le droit de parler, tu as le droit d'exister, tu as le droit de ne pas aimer, de refuser, d'avoir peur de ce que te renvoient tes parents. Et ça sera déjà un élément de construction, de résolution, surtout quand il arrivera à l'âge adulte, pour se dire « Oui, mes parents, c'était la panique. Mon père, c'était une ordure. Et ma mère n'a pas su me protéger. Mais d'autres adultes ont été là pour moi. » C'est pour ça aussi que la prévention est extrêmement importante. C'est pas simplement de dire aux enfants « Vous avez le droit, vous n'avez pas le droit, ne subissez pas ça, etc. » Mais c'est aussi « Vous êtes des êtres humains à part entière, en modèle réduit en taille, certes, mais à part entière. Et ce qu'on vous donne aujourd'hui, c'est peut-être pas vos parents qui vous les donnent, mais ce qu'on vous donne aujourd'hui, ça va vous servir. Et ça, c'est important. Merci Anne-Laure. Il y a une question par ici, madame. C'est pas une question, je voudrais lire le témoignage d'une femme de 73 ans. C'est très court, hein, j'ai fait un résumé très court. Et c'est un témoignage dans lequel il y a des milliers de questions.
Je suis démunie devant la violence subie et rendue par une personne de ma famille. Je ne sais plus quoi faire pour l'aider. Depuis 18 ans que j'ai dépensé toutes mes économies pour la sortir de ses galères. Ce n'est pas l'argent qui compte, mais mon échec qui est devenu insupportable. Ma compréhension, ma patience a atteint ses limites. J'ai essayé de voir le bien en chacun. J'ai refusé la calomnie et la malveillance, mes peines perdues. Tous et toutes ont lâché l'affaire en essayant de me convaincre que c'est une cause perdue. Cette personne a eu 3 compagnons violents, un état physique inquiétant, œil au beurre noir, bleu, dents cassées, 2 bébés placés, une petite fille de 7 ans qui vit et grandit dans la violence, qu'elle banalise dans la cour de l'école. Recevoir des coups, elle trouve ça normal. Pourquoi cette femme retourne-t-elle toujours avec des hommes violents? Que se passe-t-il dans la tête de ces femmes, malgré les blessures, les calvaires, les enfants traumatisés? La perte de l'estime de soi de ces femmes, elles se déprécient, se négligent physiquement et moralement. Est-ce que c'est dû à des traumatismes de l'enfance? Quelle est l'origine de cette fragilité? Le verbe lutter, il faut lutter, c'est un combat permanent. Une autodestruction qui va jusqu'à la mort. Cet homme qui a tué sa femme et ses 4 enfants récemment. Peut-on sauver certaines femmes malgré elles? Certaines s'en sortent, d'autres non. Malgré l'intervention des pompiers, des gendarmes, un voisin qui a prévenu parce que les volets étaient restés fermés, la personne n'ouvrait pas la porte. Que faire? Que penser? Qui veut réagir? Luc, Laure, Christian, Anne-Laure? Je crois que des sujets comme ceux-là, malheureusement, sont fréquents. C'est tout le travail du milieu associatif, c'est d'être disponible et toujours à l'écoute et toujours prêt à recevoir ce type de... à recevoir cette parole-là. En tout cas, notre travail à nous, c'est d'abord de se faire connaître. Et ça, c'est toujours extrêmement compliqué. Alors, comment les victimes arrivent chez nous, à la table? C'est soit par le biais du tribunal, on fait du proactif, comme on dit, dans le langage courant. C'est-à-dire qu'on va voir les audiencements tous les jours, et on regarde tous les dossiers où il y a des victimes d'infractions pénales. On les appelle, on leur demande s'ils ont un avocat, s'ils sont suivis, accompagnés, etc. Je vois qu'il y a une bénévole dans la salle qui s'occupe particulièrement de ce sujet-là, d'appeler les victimes. Les victimes viennent aussi par le biais des commissariats, de la gendarmerie, par le biais des assistantes sociales. Et puis il y a aussi le bouche à oreille. Voilà. Notre difficulté à nous, c'est ça. C'est d'être toujours en permanence disponible. Et on l'est. Et voilà. Il y a encore des personnes qui nous échappent, effectivement. Et puis, c'est des occasions comme celle-là, aujourd'hui, ce soir, de parler encore du travail des associations d'aide aux victimes. C'est important. Mais en tout cas, notre rôle à nous, c'est d'être là, d'être à l'écoute active. Alors, quand une victime part, quand elle annonce à son entourage qu'elle va partir, ou en tout cas qu'elle a compris qu'elle est victime de violence, l'entourage est soulagé. Et ça y est, c'est bon. Et l'entourage est dans la même urgence que la victime. C'est-à-dire, c'est bon, alors maintenant t'es parti, donc tu vas pouvoir tourner la page. On ne tourne pas la page. D'abord parce qu'on n'oublie pas. Une victime ne va pas oublier. On ne va pas faire un travail d'amnésie sur la victime. Donc elle ne va pas oublier. La deuxième chose, c'est qu'une victime qui part, elle rentre dans un très long combat. Et que s'il y a eu violence avant la séparation, il y aura violence après la séparation. Et tout à l'heure, Laure, vous utilisiez le terme de contrôle coercitif qu'on utilise maintenant aussi dans le cadre juridique, enfin ça peut arriver.
Le contrôle coercitif, en gros, c'est il y a eu la violence avant, il y en aura après. Ah, t'as été maltraité avant, je vais continuer après. Je t'ai menacé avant, je te menacerai après, etc. Une victime, qu'est-ce qu'elle connaît? Elle connaît un schéma de violence depuis des années. Et puis elle connaît un entourage qui lui dit « il faudrait que tu partes, t'es en danger ». Et puis elle rentre dans un combat judiciaire long, entre le moment où elle va porter plainte et le moment où la plainte va être instruite, il va se passer des mois. Pendant ce temps-là, monsieur, il fait quoi? Monsieur, il se dit pas « je vais attendre que la plainte soit instruite pour recommencer mes violences ». Au contraire. Pendant que la plainte est instruite, madame, même si elle essaye de faire un travail sur elle, elle doit s'occuper d'elle, elle doit s'occuper des enfants, elle doit s'occuper de l'avocat, elle doit s'occuper de son psy, elle doit s'occuper de tout le monde. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps de se détendre. Elle n'a pas le temps de réfléchir et de son travail. Quand il lui reste un peu de temps. Mais pendant ce temps-là, elle est face à une espèce, pas de silence juridique, mais de non-possibilité d'agir rapidement sur le plan juridique. Et dans le même temps, elle a la pression de son mari. 9 fois sur 10, elle y retourne. 9 fois sur 10. L'entourage, à ce moment-là, dit « c'est bon, on t'a aidé, t'es parti, t'y retournes, tu nous oublies. » Et c'est là qu'on commet une erreur. C'est à ce moment-là qu'il faut dire « c'est ton droit, c'est ton choix. Tu peux le faire. Si tu as besoin, on est encore là. Si tu as besoin, tu peux retourner chez un psy. Si tu as besoin, tu peux encore porter plainte. Si tu penses que tu dois retourner auprès de ton mari, on est là. » C'est là qu'il ne faut pas les lâcher. Et pourtant, Dieu sait que c'est déstabilisant de se dire, j'ai eu un cas très très récemment, hein. Vraiment tout a été mis en place pour que madame ne retourne pas chez elle, et il a fallu le temps d'une absence pour qu'elle retourne chez elle. Et elle venait de faire une tentative de suicide. Donc c'est très très récent. Mais il ne faut vraiment pas se dire, après tout d'une certaine manière, parce qu'on a trop entendu, d'une certaine manière, bah, elle le cherche. Elle ne le cherche pas. Elle n'a pas la possibilité, parce qu'elle n'a pas encore assez intégré le fait qu'elle pouvait vivre autrement, elle n'a pas encore la possibilité de vivre autrement. Et tout ce que nous proposons de plus en plus, avec toutes les mesures que nous tentons de prendre, c'est de lui expliquer que ça va être long, ça va être lent, ça va être coûteux, ça va être douloureux, mais que si elle n'y retourne pas, elle a déjà fait un tel pas en avant, que ce qui va lui rester comme progrès à faire, comme avancée à faire, va être difficile, mais que derrière elle, elle est en train de constituer une équipe qui est là pour la soutenir. Mais il ne faut pas les lâcher. Oui, mais il y a une alternative à laquelle on ne pense toujours pas. C'est le fait que c'est l'homme qui doit quitter le domicile. C'est lui qui doit être exfiltré de ce domicile. Il faut sortir le tyran domestique et le placer effectivement en situation de fragilité, en le plaçant dans des structures où il n'est pas le maître, il n'est pas le petit roi. Voilà. Les femmes doivent rester chez elles, si elles le souhaitent bien sûr. Il ne s'agit pas d'opposer effectivement les alternatives et les solutions. Moi je suis très favorable à tout ce que peuvent faire les associations d'accueil de ces femmes. Et on sait bien souvent dans quelles conditions elles sont accueillies, avec le minimum, parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous parliez tout à l'heure effectivement des difficultés, je le connais bien, j'étais magistrat délégué à la politique associative, c'est-à-dire que je m'occupais des subventions. J'ai vu effectivement des petites associations qui travaillaient avec 3 fois rien, et d'autres qui parfois étaient des multinationales, entre parenthèses. Il y a tout ça qui ne va pas aussi, là-dessus il faut aussi travailler. Mais bien évidemment, une femme qui a le désir de rester chez elle, elle peut rester chez elle aujourd'hui, parce que vous avez des magistrats aujourd'hui qui sont là pour ça. Le juge aux affaires familiales aujourd'hui, il peut fixer effectivement les modalités, les problèmes de loyer, les problèmes d'aide, les problèmes de crédit, tout ce qui pourrait effectivement être un obstacle de voir l'homme, le mari quitter ce domicile, peut être gommé justement par des mesures qu'on est capable de prendre sur le plan judiciaire. Et ça c'est très important. Les femmes doivent rester chez elles, les auteurs, on les expulse. Pour faire un petit pas de côté aussi, ajouter quelque chose que j'ai pu constater dans mon enquête, on parlait de l'importance des associations pour accueillir ces femmes victimes de violences. Et il y a un autre aspect aussi auquel on ne pense pas, c'est que moi j'ai pu constater que certaines associations, outre le problème de manque de moyens criant,
notamment à Creil, il y a aussi parfois un repli, en fait, également au sein d'associations, sur des valeurs patriarcales, un manque de formation des personnes qui sont dans ces associations. Et j'ai cet exemple notamment d'une association historique à Creil, qui a fait beaucoup historiquement avant, mais qui a évolué dans un sens assez tragique. Je suis venue sans me présenter comme journaliste pour échanger, parce qu'on a refusé que je vienne. Bon. Et donc je suis venue échanger comme ça, et il y a une bénévole qui me dit « Oh, j'en ai marre de voir toutes ces femmes qui viennent porter plainte pour un oui, pour un non ». Elle me dit, elles viennent en fait pour avoir la pension alimentaire, et moi je leur dis, qu'est-ce que tu ferais si tu étais au bled? Et donc on a une personne qui est en poste dans une association et qui a ce discours-là auprès de femmes qui viennent demander de l'aide. Et donc c'est une association qui a perdu pendant un moment ses subventions, parce que ça a été repéré que cette association dysfonctionnait. Mais voilà, il semblerait qu'il y ait un certain nombre d'associations comme ça. Alors ça concerne évidemment certains quartiers, mais donc ça ajoute aussi au problème d'accueil de ces femmes. Merci beaucoup. Il y a une question par ici, une dame. Voilà, je voulais simplement dire que le sujet que l'on aborde ce soir, je le connais parfaitement, pour l'avoir vécu et pour l'avoir abordé l'année dernière. J'ai organisé ce genre à plus petit niveau, avec des personnes peut-être moins prestigieuses que ce que nous avons ce soir, et qui a eu un gros succès. On avait une 60aine de personnes pour une petite ville, c'est déjà pas mal. La structure, je me proposais moi de créer une structure d'écoute. Malheureusement, d'écoute, hein. Je ne suis pas une professionnelle, écoute simplement, et renvoyer vers des professionnels. Malheureusement, c'est une MJC en l'occurrence. Malheureusement, la MJC est trop petite, on n'a pas de locaux suffisamment grands pour créer ce genre de truc, mais j'ai laissé mon numéro de téléphone à plusieurs personnes qui étaient présentes ce soir-là, qui ont parlé de leur vécu, et je suis heureuse d'avoir pu aider au moins 8 personnes en les dirigeant vers Athènes, qui était présent ce soir-là, vers Madame Barthélémy, que vous connaissez certainement. Qui est là. Elle est là, elle est où Madame Barthélémy? Ah, je suis ravie de vous voir. Je ne vous avais pas vu. Voilà, toutes ces personnes-là sont intervenues ce jour-là. Vous ne me direz pas, c'est vrai? Vous avez été très appréciée, Madame Barthélémy. Et donc, quand j'ai des appels, je les renvoie vers ces personnes qui sont plus qualifiées que moi. Mais moi, je suis simplement l'oreille qui écoute. Voilà, tout simplement. Et voilà, ça c'est pour le vécu. Mais je voulais souligner, également, personne n'a parlé des ravages de l'alcoolisme au niveau... On n'a pas eu le temps. Voilà, c'est quelque chose de positivement effrayant. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Si quelqu'un a une réponse là-dessus, je vous laisse. Voilà. Merci. Oui, alors juste parce que vous le dites, donc j'ai les chiffres là sur les auteurs. 31% avaient consommé de l'alcool pendant les faits et seulement 6% des produits stupéfiants. Voilà, c'est des chiffres. Merci pour votre conférence. Je voulais juste amener quelques éléments très brièvement. Donc, je suis Nadine Barthélémy, intervenante sociale au commissariat de Thionville. Nous disposons au commissariat d'un pôle psychosocial avec donc une psychologue clinicienne. Nous sommes là pour faire donc les premières évaluations d'urgence et les premières consultations psychologues d'urgence, les premiers actes d'urgence avant de renvoyer vers les structures associatives d'accompagnement. Juste quelques petites réponses par rapport à ce qui a été dit ce soir. La trame de plainte violence par conjoint qui existe aujourd'hui interroge tous les types de violences. Et donc ça permet aux personnes qui n'arriveraient pas à formuler des choses un petit peu difficiles
sur différentes phases de leur vie, d'être interrogés systématiquement sur ces sujets-là, mais également sur le sujet du profil de l'auteur, qu'est-ce qu'elles savent de cet auteur, et également sur d'éventuelles vulnérabilités qu'elles pourraient avoir à ce moment-là ou plus avant dans leur vie. Je voudrais dire que cette plainte-là, aujourd'hui, interroge également les types de protection qu'elles pourraient demander et qu'elles pourraient obtenir, et également, enfin, si elles ont besoin d'un hébergement, si elles ont besoin d'une psychologue, d'une assistante sociale, d'un intervenant et d'associations. C'est systématiquement interrogé, et nous sommes là, en tout cas pour la psychologue et moi-même, en direct, de façon permanente au commissariat pour intervenir, soit en direct, soit le lendemain auprès de la personne. Juste quelques mots aussi. Au tribunal de Thionville, parce que je ne sais pas s'il y a un magistrat ce soir, monsieur le procureur autorise des remises de TGD, y compris hors procédure, y compris avant procédure et y compris bien entendu avant condamnation. Il utilise cette politique-là pour favoriser le soutien aux personnes victimes. Qu'est-ce que je peux vous dire encore de manière assez rapide? Je ne crois pas que vous avez parlé, Monsieur le Président de la table, des audiences dédiées. Mais il y a également, voilà. Donc sur ces audiences dédiées, systématiquement, le parquet interroge le juge pour enfants et le juge aux affaires familiales pour faire le lien. Et une fois par mois, une cellule violence par conjoint, une cellule opérationnelle du parquet, violence conjugale, violence intrafamiliale, a lieu au tribunal pour lier le travail du parquet, des services de police et de gendarmerie et des associations France Victimes, donc la TAV à Thionville. Dans ces cellules-là sont interrogés tous les dossiers que l'association ou que le parquet ou que les services de police ou de gendarmerie veulent voir à l'ordre du jour. Et à ce moment-là, de façon en tout cas opportune, le juge pour enfants ou le juge aux affaires familiales sera sollicité en amont ou en aval. Enfin, et j'en terminerai pour ne pas monopoliser la parole bien entendu, en matière d'hébergement, on a en Moselle un dispositif mobile violence qui permet donc, alors c'est un sous-service du 115, nous avons la possibilité d'appeler le dispositif mobile violence pour une personne victime de violence, et ce dispositif va envoyer un véhicule équipé de sièges auto pour les enfants, va pouvoir venir chercher directement la personne victime dans nos locaux ou à son domicile si besoin. Ce même dispositif mobile va pouvoir emmener la personne à l'unité médico-judiciaire, mais également à une audience ou chez l'avocat, ou encore à une confrontation par exemple. Et juste pour finir sur les auteurs, on a le contrôle judiciaire renforcé, des places d'hébergement ont été demandées, 16 stages de responsabilisation ont eu lieu en 2023 et un groupe de parole libre est créé pour les auteurs. Merci beaucoup Nadine pour ces précisions extrêmement utiles. On termine avec deux questions. Il y a une dame ici. J'avais une intervention avant de laisser la parole aux deux dernières questions, mais parce que je remercie Nadine Barthélémy d'être intervenue. Justement, en parlant de tous les dispositifs mis en place auprès du commissariat, justement, parce que j'ai une question sur la police. Deux questions. La première, c'est la formation des agents en eux-mêmes. Sont-ils assez formés? Comment sont-ils formés à accueillir les femmes victimes de violences? La deuxième, c'est sur la question même de la disposition aujourd'hui des commissariats. J'ai vécu une scène il y a quelques mois au commissariat de Thionville où je venais moi-même déposer une main courante. J'ai dû attendre pendant plusieurs minutes, très longues, quelques heures, dans une salle d'attente qui était à peu près aussi chaleureuse qu'une cellule de prison, avec une dame qui manifestement venait avec ses parents pour déposer elle-même une main courante contre un ancien compagnon qui l'avait violentée. Non seulement elle n'a absolument pas été prise en charge immédiatement, je lui ai proposé de passer avant moi parce que je voyais qu'elle était elle souffrait, elle était manifestement
manifestement pas bien, lorsqu'elle est passée, la disposition du guichet et les vitres qui étaient à l'accueil du commissariat nous permettaient dans la salle d'attente d'entendre l'entièreté de la déposition de sa main courante. Tout aussi bien la personne, l'identité de la personne sur laquelle elle venait de déposer la main courante, mais aussi les faits qu'elle lui reprochait. C'était extrêmement marquant. J'imaginais le courage qu'il avait fallu à cette femme pour franchir la porte du commissariat, mais j'imaginais la violence de ce qu'elle était en train de vivre. Donc je voulais poser à la fois la question de la formation des agents de police, mais aussi de la façon dont les commissariats sont disposés aussi à accueillir les femmes victimes de violence. Luc Frémiot, Oui, alors il y a une dame qui a une réponse. D'accord, allez-y. Et puis on laissera aussi Luc Frémiot peut-être. Ouais, merci. Alors moi je vais vous répondre. Je travaille au ministère de l'Intérieur. En fait le problème c'est que déjà en formation, en école de police, il n'y a pas de formation, premièrement. Et déjà au sein du ministère de l'Intérieur, les violences morales et sexuelles faites aux femmes, elles ne sont pas traitées. Donc vous comprenez bien qu'au sein d'un ministère, quand on ne traite pas déjà en son sein ces violences-là, comment voulez-vous que des fonctionnaires police, comment voulez-vous que des structures soient adaptées pour recevoir des femmes qui subissent ces violences? Voilà, que les choses soient dites. Luc Frémiot. Moi, Que les choses soient dites, je pense que dans différents pactes où il faut traiter les violences faites aux femmes, effectivement, ça commence par les enfants, et ça c'est primordial. Voilà. Moi je pense que si toutes ces violences-là sont possibles aujourd'hui, à l'heure actuelle, en France, les violences faites aux femmes et aux enfants, et certains hommes aussi subissent ces violences, c'est parce que dans la société, la société ainsi que notre gouvernement, au sein de la justice et même au sein du ministère de l'Intérieur, on ne traite pas le problème correctement et on ne se donne pas les moyens pour traiter ce problème-là. Alors moi j'ai des échos différents, je suis navré d'apporter un bémol, enfin plutôt ravi d'ailleurs, parce que c'est une situation catastrophique que vous décrivez. Et aujourd'hui, dans les écoles de police et de gendarmerie, il y a une formation qui est dispensée. Ça va peut-être pas assez loin, je suis d'accord, mais elle existe. J'ai d'ailleurs eu moi-même l'occasion d'intervenir, aussi bien au niveau de la gendarmerie qu'à l'école de Saint-Cyr au Mont-d'Or, l'école des commissaires de police. Bon. Donc il y a effectivement une prise de conscience là aussi. Ce que je déplore, moi, effectivement, c'est que la hiérarchie policière, qui elle est parfaitement informée, et qui est d'ailleurs, lorsqu'on en parle avec eux, sont tout à fait disposés à nous suivre sur le sujet, eh bien, n'arrivent pas malheureusement, en arrivant sur le terrain, à faire passer tout cela. Ça, c'est quelque chose. Deuxièmement, il ne faut pas généraliser. Il y a des commissariats où les choses se passent parfaitement bien, des brigades de gendarmerie où ça se passe très bien. Moi, je suis admiratif sur ce que j'entends sur la politique pénale qui est conduite par le procureur de Thionville et ainsi que la présidente, qui font une véritable politique de juridiction. Et ce que je veux dire également, c'est que tout ça, c'est une question aussi de personnes. Ce qui est terrible, voyez-vous, parfois, dans nos institutions, vous avez un procureur ou un président qui va prendre toute une série de mesures extraordinaires, ça fonctionnera bien. Il va s'en aller, il sera muté ailleurs, et celui qui arrivera derrière n'en prendra pas forcément les choses. Ça, c'est un gros problème. Deuxième point, maintenant vous parlez de ces difficultés dans les commissariats, c'est des locaux. Effectivement, c'est quelque chose qui est malheureusement encore bien souvent que l'on reconnaît, c'est des victimes de violences qui sont dans une queue, effectivement, derrière la personne qui vient se plaindre d'un problème de voisinage, de l'autre qui en a volé ses voitures. Et quand on imagine le calvaire que ça représente pour ces victimes de venir au commissariat, de prendre cette décision, si elles ne restent pas, si elles sont là, on ne reviendra pas. Donc il faut effectivement les accueillir, il faut leur donner des locaux qui soient susceptibles d'avoir une confidentialité. C'est quelque chose d'important, et ça c'est une question à la fois de moyens et de volonté, effectivement, des institutions. Merci. Merci. On va prendre les trois dernières questions. Madame, monsieur derrière et madame ici. Et ensuite, on demandera à chacun de nos invités une courte conclusion en intégrant peut-être les questions des trois intervenants. Madame. Moi, c'est juste un témoignage. Merci. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans la tête des autres femmes. Ce que j'ai découvert dans la mienne, c'est que j'ai grandi dans la violence. C'était mon modèle. Et en fait, effectivement, il y a eu
des partenaires violents, mais pour moi c'était normal. Et les personnes bienveillantes, je les trouvais suspectes. Je me méfiais d'elles et je les fuyais. Alors quand on se demande pourquoi une femme ne porte pas plainte, ne part pas, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais c'est mon parcours à moi. Merci pour votre témoignage. Serge? Bonsoir. Alors moi, je voudrais pas. On a parlé beaucoup de violence, mais on n'a pas beaucoup parlé d'une autre violence, de harcèlement sexuel dans les entreprises. J'ai connu ça, moi personnellement, dans les années 95 à 2003. On m'a nommé responsable dans une commune de l'autre côté de la Moselle. Ma fonction était de trouver du travail pour les demandeurs de cette commune, en appui avec la NPE et tout. Et j'ai commencé à recevoir une multitude, surtout dans les années 95, une multitude de femmes qui voulaient quitter leur mari pour différentes raisons. J'ai l'avantage d'être connu dans cette ville, elles me connaissaient puisque j'étais des Huissoises, et il y en a qui ont commencé à se confier. Et confier d'harcèlement sexuel dans une entreprise, comme dans un établissement, on va dire un établissement sanitaire. 2 personnes qui étaient venues me voir qui étaient harcelées par leur directeur personnel. J'en ai parlé à mon directeur de service, il m'a dit, t'es pas là pour t'occuper de ça, t'es là juste pour leur trouver du travail. Et je lui ai répondu, comment tu veux trouver du travail à des gens qui sont perturbés? Il y a un autre moyen, donc moi, je les ai orientés vers les institutions sociales. Et un jour, comme je me mêle toujours de ce qui ne me regarde pas, bien sûr, j'ai décidé de prendre le téléphone et j'ai appelé les directeurs généraux de ces entreprises. Il m'a fallu plusieurs mois pour les convaincre. Et à un moment donné, ça ne marchait pas. J'en ai parlé à celui qui pouvait tout faire tout ça, donc au premier magistrat de la commune. Il est intervenu et ce directeur, il y a eu une enquête qui a été faite et ce directeur était licencié. Mais ça continue quand même dans les entreprises et c'est aussi une violence. Oui. Autre sujet qu'on pourra aborder. Merci Serge. Et la dernière intervention, c'est vous, madame. Bonsoir, merci beaucoup pour tous ces riches échanges. J'avais juste une remarque parce que j'entends beaucoup de conscience de soi, respect, discernement, esprit critique, enfin, tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, on oublie qu'il y a 10 compétences qui s'appellent les compétences psychosociales qui sont au registre officiel de l'éducation nationale, qui sont en fait au socle commun, au plan prévention santé dans l'éducation nationale, et qu'en fait ce sont des matières, entre guillemets, des compétences qui sont censées être enseignées au même titre que des maths, le français. Et donc il y a la conscience de soi, il y a l'esprit critique, il y a l'empathie. Alors là ça commence maintenant, il y a une cours d'empathie. Mais voilà, on parle d'un village entier pour élever un enfant, et c'est vrai que j'entendais aussi beaucoup ça, enfin, c'est une conscience de tous les adultes, et ben, c'est vrai qu'il y a vraiment au niveau de l'éducation, mais vous intervenez dans des collèges, dans des lycées, c'est vrai qu'évidemment c'est très très bien, comment dire ça, mais enfin, vraiment, les compétences psychosociales, c'est décidant en fait, hein, c'est même à la maternelle, la conscience de soi, comment on est avec des comportements prosociaux, etc. Et c'est effectivement le futur d'une nation. Comment vous voyez, vous qui intervenez dans, c'est plus pour M. Chéran qui parlait d'intervention dans des établissements scolaires, comment vous voyez, comment c'est accueilli? Est-ce que l'enseignement, enfin l'éducation nationale se sent outillée parce que c'est des associations qui forment les enseignants qui ne sont pas vraiment formés, un peu peut-être comme voilà, dans d'autres domaines, mais voilà, c'est sur leur propre denier, c'est pas vraiment, on va dire sociétalement, c'est pas vraiment mis de manière assez solide, assez robuste. Donc je voulais avoir juste votre avis à ce niveau-là. Merci. Merci en tout cas pour cette question ouverte. Ouais. Je vais répondre rapidement. On fait des formations, on assiste aux formations des enseignants. Que les enseignants ne soient pas suffisamment informés et formés, alors ça c'est indéniable. Et je pense qu'il y a même une peur d'aborder ces sujets-là. Il y a vraiment de la crainte, et c'est vrai en primaire, c'est vrai au collège, c'est vrai au lycée. Donc il faut absolument, là aussi, du soutien et l'intervention des associations d'aide aux victimes. On a une expertise, on a des compétences, et on vient en appui de ces enseignants qui sont demandeurs en fait, extrêmement demandeurs. Alors il y a aussi des enseignants, enfin notamment des équipes, je parle des dirigeants au niveau de certains établissements qui sont réticents de nous voir arriver quand on pourrait soulever des problèmes, lever des sujets qui pourraient compromettre éventuellement la promotion, etc. Enfin, voilà. Donc on cache, on met sous le tapis
Ceux-là, je peux vous dire, je pourrais vous en faire une liste presque. J'ai des noms. Non, pas ce soir. Mais effectivement, voilà, on est très très souvent sollicité. Puis plus on intervient dans les collèges, plus on intervient dans les lycées, plus ça c'est, plus on vient nous voir. Merci. Merci beaucoup. Donc, avant de terminer cette soirée, vous pourrez aller boire un verre. Je pense qu'on en aura bien besoin après tout ce qu'on s'est dit. Je demanderai à chacun des invités un mot de conclusion, une piste prioritaire pour lui, afin de remédier au mieux à cette situation. On commence avec vous, Laure de Scie. Allez. J'ai un peu prise au dépourvu là. Non, mais je voulais peut-être juste ajouter quelque chose, rebondir par rapport à tout à l'heure. Vous disiez que l'entourage, au moins, enfin l'entourage dit à une personne part, fuit et soutient. Et je voudrais juste penser aussi que pour certaines femmes, il n'y a même pas ça. Parce qu'il y a certaines femmes où il y a des injonctions culturelles, religieuses, qui font que même l'entourage leur dit de rester. Parce que leur rôle, c'est de rester et c'est de subir ça. Et donc je voudrais aussi penser, voilà, pour elles c'est encore pire, et là aussi c'est un peu un angle mort, et on oublie ce facteur religieux culturel qui se surajoute. Et d'ailleurs ce week-end je pars un reportage auprès d'un collectif qui s'est formé à Rennes, qui s'appelle les Clandestines, et ça dit bien dans leur nom le problème auquel elles sont confrontées. Elles ont perdu une de leurs amies, un féminicide, mais quand elles en parlent à leurs proches, elles n'ont même pas le soutien de leurs proches, parce qu'on leur dit bien voilà, si tu es frappée, c'est pas grave, enfin, ton rôle de femme, c'est de rester. Voilà. Donc, je voudrais penser à elle aussi, à cette problématique qui est encore plus grave en ce qui les concerne. Merci. Merci. Un mot quand même sur une perspective. Je vais faire court, parce qu'effectivement aussi... Excuse-moi, j'aurais voulu que Laure donne un petit mot de préconisation sur une perspective positive, sur... Alors, non, mais il y a quand même du positif, parce que justement, quand je fais des interventions aussi auprès de plus jeunes, je me demande aujourd'hui, enfin, le mouvement MeToo est formidable, a permis une libération de la parole, et aussi qu'on écoute les femmes, et je me demande aussi comment aujourd'hui on se construit quand on est une adolescente, et je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que tous les hommes sont violents et que la violence est partout. Et je finis aussi toujours en disant cela, en disant que ça reste quand même, c'est peut-être pas une minorité, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, toutes les femmes n'ont pas été victimes de violences, et plus on en parle, mieux c'est. Ça veut juste dire que la parole, quand même, se libère, qu'on va vers une évolution, mais il ne faut pas non plus donner l'impression que la violence serait partout, et heureusement, il y a aussi on peut vivre une vie de femme sans être victime de violence. Je l'espère. Merci. Christian. Moi, je vais revenir sur le slogan de notre association. Vous l'avez là, il est affiché là. Victime, plus jamais seul. Je pense que ça, c'est notre ambition. Et en tout cas, je voulais vous dire aussi, on a besoin de vous. On a besoin de vous comme adhérents, on a besoin de vous pour nous soutenir. Les victimes, plus jamais seules. Merci Christian. Et moi, je dirais que si on reprend les archives de l'INA d'il y a 40 ans et quand on interrogeait les hommes sur les violences faites aux femmes et qu'on écoute aujourd'hui les réponses, c'est assez ahurissant. Et c'est il n'y a pas si longtemps. 40 ans, c'est quand même il n'y a pas si longtemps. Il y a une archive, entre autres, où on entend un homme dire parfois, les femmes, c'est comme les clous, il faut leur faire rentrer les choses dans la tête à coups de poing. D'accord, ok. Et je me dis que si en 40 ans, et particulièrement depuis une dizaine d'années, particulièrement depuis MeToo, on a pu autant travailler et autant prendre conscience des violences et autant prendre conscience aussi de ce qu'est un enfant, de ce dont il a besoin et de ce qu'il est de notre responsabilité de lui apporter. Il faut continuer parce que tout est possible. Merci. Une piste. Eh bien, moi, je ne fais pas de conclusion.
Parce qu'une conclusion, c'est une fin en soi. Et je veux que ce chapitre reste ouvert, parce que nous sommes tous en marche. Merci. Merci Claudio, merci Laure Bossy, merci Christian Chalon, merci Anne-Laure Buffet. Merci à tous pour votre écoute, pour votre présence. Les livres des invités sont sur la table de la librairie avec plein de livres sur cette thématique. Je vous rappelle le bar, je vous rappelle le chapeau, et puis nos prochains événements, vous avez sur vos chaises la prochaine rencontre avec Valérie Zenati, le 17 mai à Puzzle, Didier Denax le 31 mai, ça sera au parc du Haut-Fourneau du Cange. Merci à tous, bonne soirée. Merci.